gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on parle du gros dossier des éoliennes avec représentant du collectif Tombe pas chez nous. Et on prend le temps de découvrir M. Rémi Leclerc, membre de Myriador, un groupe à redécouvrir. C'est à ne pas manquer! Je suis avec Yann Marlon-Tanguay. On parle aujourd'hui des éoliennes. Donc, bonjour Yann. Bonjour. Toi, tu fais partie du regroupement Tourne pas chez nous. Oui. Donc, on s'était parlé Tourne pas chez nous avant, l'année dernière et tout ça. Et là, ça se développe quand même, le projet éolien. Où est-ce qu'on en est rendu là-dedans? Bien, c'est sûr que depuis cette période-là, il y a eu beaucoup de développement. Oui. Présentement, on est en attente du résultat du BAP qui a eu lieu en juillet de cette année. Donc, le fait qu'il y ait un BAP en cours fait que le déclenchement du projet pour ce qui est du déboisement est en stand-by. Mm-hmm. En même temps, il avait fait la promesse qu'il ne ferait pas d'intervention sur le territoire tant aussi longtemps que ça allait être la période de la chasse. Donc, présentement, nos très chers amis en gilet orange... Ouais. Ça fait votre affaire qu'il soit là, en ce moment. Ouais. Et là, dans le fond, moi, ce que je voyais, c'est que c'était quand même très en développement. On parlait d'une centaine d'emplois, là, je crois, chez Marmen à Matane. On parlait de environ 45 millions de dollars qui étaient séparés sur tout le territoire, là, ce qui finalement donne pas mal des pinottes à tout le monde, là. Comment ça, tout ça avance alors que les questions que vous posez ne sont pas répondues? J'aurais envie d'utiliser un commentaire qu'avait fait la représentante du ministre... C'était-tu le ministère de l'Environnement? Il me semble que oui, pendant le BAP. Parce que c'était pas la première fois qu'il y avait un BAP pour un projet éolien. Puis il avait été posé la question, est-ce que c'est déjà arrivé qu'au suite d'un BAP, il y a un projet éolien qui soit annulé? Puis la réponse était non. Okay. Pourquoi ça continue pareil? Probablement parce qu'ils voient plus d'avantages à ce que le projet s'établisse que d'y mettre un terme malgré l'impact environnemental. Okay. Mais après, c'est pas le discours qu'on entend. Non. Ce qu'on se fait livrer comme message, c'est qu'au contraire, il y a pratiquement que des avantages. Puis pour les quelques inconvénients qu'il y a, des mesures compensatoires qui vont régler. Puis ça, après, bien, c'est très discutable. Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre regroupement, comme d'autres, par exemple Vendélu ou le groupe pour un choix éclairé Nicolas Yamaska, sont en train d'agir activement pour justement mettre un frein aux différents projets là, en développement. Donc, rappelons aux gens, pourquoi vouloir freiner ça, finalement? Qu'est-ce qui c'est quoi le bobo, là? Il y en a plusieurs, en fait. Oui. Il y a l'aspect environnemental. Il y a beaucoup d'oiseaux de proie qui sont affectés par les éoliennes. Dans le fond, elles se trouvent sur le territoire sur lequel elles se déplacent normalement. Fait que beaucoup de mortalité, puis dans certains cas, chez des espèces protégées. L'établissement d'un projet éolien, c'est beaucoup. Je veux dire, juste par exemple, la réfraction des routes. Il y a des endroits où la route va être élargie sur, si je me souviens bien, 25 mètres de large pour permettre en fait justement le déplacement du matériel parce que veut pas une pale d'éolienne, je rappelle que ça va être 200 mètres de haut. Une pale, c'est 80 mètres.
C'est très gros. Fait que c'est monumental, là. Il y a tout cet aspect-là. Le fait que c'est, entre autres, établi sur des territoires humides, alors que pourtant c'est supposé être protégé. Parce que les territoires humides, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, dans le fond, on est... généralement, on essaie de garder la vie qu'il y a dans un territoire humide. Ben, les passe-droits sont définitivement plus faciles à aller chercher quand Parce que je mets au défi quelqu'un à la maison d'essayer de se bâtir un cabanon sur un territoire humide. Pas sûr que ça passe. Bonne chance. Donc ensuite, on a les territoires humides qui sont touchés. Autre problème? Des refuges pour, par exemple, le cerf de Virginie, qui va avoir des routes qui vont traverser. Puis encore là, ce qui arrive, c'est que le discours qu'on entend, c'est oui, on va affecter des refuges naturels, mais il y a des jeunes routes qui passent là, donc on réduit les dommages en ne faisant qu'élargir ce qui est déjà là. OK. Mais reste que ça va affecter ces milieux-là qui sont protégés. Donc finalement, c'est vraiment au niveau vert que ça prend un coup. C'est le côté naturel. Il y a cet aspect-là. Oui. Mais après, c'est pas fini. Il y en a beaucoup à dire, ne serait-ce que le fait que tous les matériaux nécessaires pour créer ces aérogénérateurs-là, c'est par exemple fait avec des aimants néodymes qui viennent de Chine, fait qu'il y a tout le transport qui est fait pour venir jusqu'ici. Le fait que la plupart des éoliennes qui ont été construites jusqu'ici ne sont pas réutilisables, fait qu'après la fin de vie, une fois que le démantèlement est fait, quand c'est fait, ben c'est quelque chose qu'on a déjà vu, là, que ce soit juste enfoui à quelque part, puis après ça, on n'en parle plus. Il faut jeter ça quelque part. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a tout cet aspect-là du après. Il y a aussi juste l'aspect éthique qui est quand même dérangeant. Je veux dire, on se fait donner de l'information qui, quand on fait des recherches un peu et qu'on creuse, qu'on découvre que c'est pas réel du tout, tu sais. Je pense par exemple au fait des revenus qui sont nommés. On parle, dépendamment du degré d'investissement de chacune des municipalités, de montants pouvant aller jusqu'à avoisinant les 200 000 $ par année, ce qui, tu sais, sur le coup, quand tu entends ça, tu te dis « Hey, wow, génial, ça fait plus d'argent pour dépenser dans nos communautés. » Ben oui. Sauf qu'après, quand tu fais le calcul puis que tu regardes, en cumulant tous les revenus par rapport au ristourne, parce que les bénéfices, ça, c'est des chiffres qu'on n'a pas accès. Ça reste dépendant des conditions atmosphériques. Ce qu'on réalise, c'est que le montant qu'on peut calculer qui va être généré de ça est absolument aucunement proche de l'investissement nécessaire pour l'établissement de ces projets-là. Donc, là, en plus, moi, ce qu'on me disait souvent, quand j'en parlais à divers professionnels, là, on me parlait d'énergie cumulable ou non cumulable. Donc, exemple, un bassin hydroélectrique, c'est de l'énergie qu'on peut accumuler, qu'on peut vendre, qu'on peut exporter, qu'on peut garder pour nous. Mais c'est pas possible, je pense, avec les éoliennes. Non seulement avec les éoliennes, mais juste en général. Ouais. Mettons, notre batterie de voiture qui accumule de l'énergie, c'est une chose, mais on ne peut pas faire ça avec des projets de l'ordre, par exemple, de l'éolien ou de barrage hydroélectrique. Okay. Puis ce qui arrive aussi, c'est que actuellement, ici au Bas-Saint-Laurent, la réalité, c'est que le réseau électrique est déjà saturé. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu qu'il y a un projet, là, ils appellent ça une autoroute électrique, qui va être bâti 5000 km de pylônes avec câblage qui partent de la Gaspésie, qui vont jusqu'à Montréal, pour en fait pouvoir justement déplacer cette nouvelle énergie-là qui va être produite. OK. Fait que ça, c'est énormément de câblage, c'est énormément de restructuration de sol pour pouvoir justement enfouir ces câblages-là. Puis tout ça sous le couvert de « on a besoin de cette énergie-là pour le développement industriel ». Oui. Puis quand on va regarder sur Hydro-Québec, le développement industriel dans l'horizon 2035 est beaucoup axé sur les véhicules électriques. Oui, oui. Donc là, ce qu'on comprend, c'est qu'au final, il y a des gens qui se disent « Bon, ben ça y est, c'est une super de belle idée, il y a des retombées, il y a des jobs, il y a de l'argent, mais c'est plus de la poudre aux yeux que des vrais faits, finalement. » Pas tout à fait. Okay. Oui, ça va créer de l'emploi. Oui. Ça, c'est un fait. Parce que forcément, je me mets à la place de quelqu'un qui peut avoir une nouvelle job. Ça se peut que les chauves-souris, la nuit, ça y passe 20 pieds par-dessus la tête, là. Il y a ce côté-là. Oui, ça va créer de l'emploi. Oui, ça va produire de l'énergie.
Oui, ça va rendre de l'argent aux communautés, mais, et il y a un gros mais, pas au degré qu'on se fait présenter. Oui. Puis aussi, après vient la question du à quel prix. Je veux dire, personnellement, j'ai un enfant. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais comme ça m'amène à réfléchir aux décisions que je prends aujourd'hui, puis aux décisions qu'on prend en tant que société aujourd'hui, pour après ça se demander qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants. Il y a comme un conflit générationnel un peu aussi dans cette histoire-là, j'ai l'impression. Cette espèce On a les gens qui font justement « je veux regarder pour l'avenir, avoir une planète en santé », versus on a des élus qui connaissent leur travail depuis longtemps et qui, eux, voient les signes de pièces, finalement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce petit conflit-là qui est là. Mais là, vous, avec Tourne pas chez nous, qu'est-ce qu'on voudrait à la place de ça? Est-ce que vous avez une alternative? Si l'énergie, elle est absolument obligatoire à augmenter, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que d'aller vers l'éolien? Tourne pas chez nous, en tant que collectif, on n'a pas une idée arrêtée sur la question. Oui. Fait que je peux donner mon opinion à titre personnel, oui. Mais je tiens quand même à préciser que c'est pas l'opinion de Tourne pas chez nous en général. OK. La question de l'énergie est un gros dossier. C'est sûr que si on part du principe qu'on doit avoir une flotte de véhicules électriques qui va augmenter fois 1000, ça va prendre de l'énergie à quelque part. Ouais. Fait que la première question que j'aurais envie qu'on se pose en termes de société, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de convertir le bassin de véhicules thermiques actuels en véhicules électriques, qui implique de construire des nouvelles usines, de creuser davantage le sol pour aller chercher le fameux lithium avec Norvolt, par exemple. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce qu'on utilise notre énergie de manière optimale en ce moment? Je veux dire, la réponse est non. Là. Définitivement, il y aurait manière de pouvoir amener plus de réutilisation du matériau. Présentement, il y a tellement de produits qui sont jetés. Je pense à un exemple, mais les téléphones intelligents, il y a 56 des éléments du tableau périodique présents dans le téléphone, puis là-dessus, il y en a à peu près une douzaine qui sont récupérables. Ah ouais. On gaspille tellement que si on se concentrait, puis je veux dire, c'est possible, là. On a la chance d'avoir une ressource inestimable au Québec, puis c'est des cerveaux, des gens qui ont une capacité de pensée incroyable, puis on a une facilité d'accès à la nourriture par l'information qui nous permet de pouvoir nous concentrer sur, justement, des questions de réflexion scientifique. Fait que j'ai l'impression que de se pencher davantage sur des alternatives plutôt que de se garrocher dans l'éolienne sous prétexte que c'est là, c'est disponible, puis c'est supposément la seule voie pour atteindre la transition énergétique. Il y a quelque chose là. Je pense à un exemple, mais il y a Armand Robitaille, si je me souviens bien, qui est un sculpteur de Sainte-Louise, qui en 2020-2021 cherchait du financement pour un projet. C'est pas tout à fait un aérogénérateur, c'est pas tout à fait un hydrogénérateur, c'est une espèce d'hybride entre les deux. Mais en tout cas, il a eu une espèce d'éclair de génie. C'est une machine qui permet de générer de l'énergie en utilisant le courant des vents, puis qui réduit la friction en utilisant l'eau, en tout cas. Oui, c'est ça. Dans le fond, on pourrait se pencher sur bien des questions avant de poursuivre ce genre de choses-là. Je vois un peu où vous voulez en venir là-dessus. Bien, écoute, on pourrait en parler pendant une demi-heure, une heure. Merci, en espérant, bien entendu, que tout ça devienne plus clair. Hein. On ne veut pas non plus bloquer tel ou tel projet ou l'encourager dans le vide, mais il faut que ce soit clair pour tout le monde et qu'il y a des enjeux. Et ces enjeux-là, des fois, sont un peu tassés du revers de la main. Donc, merci d'être venu parler de ça avec nous ce matin. Un plaisir. Merci de donner de la visibilité à ce projet-là que beaucoup de gens ignorent que c'est sur le point de commencer. Oui, c'est ça, parce que notre visuel va peut-être changer. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Tu me hantes lorsque je pense. Oui, tu me hantes lorsque je pense. Tu me hantes, tu me hantes, tu me
Je suis avec Rémi Leclerc. Bonjour Rémi. Salut Benoît. Écoute Rémi, tu es un artiste au niveau de la musique, en tout cas au Québec, qui est là depuis quand même longtemps. On a la chance de t'avoir. Toi, tu es à Sainte-Hélène maintenant, je crois. Oui, c'est bien ça. Donc, tu es entre autres membre de Myriador. Myriador, tu me disais tout à l'heure, c'est ton bébé. Ça existe depuis combien de temps, cet enfant-là? Myriador, ça a commencé en 1980. OK, donc avant ma naissance. La rencontre de mes amis Pascal Globensky et François Aymon, qui font de la musique ensemble. Puis moi, je suis arrivé en 81, donc par la suite. OK. Mais donc, ça fait 43 ans, grosso modo, Déjà. que ça existe. Et on le voit ici sur la table, il y a eu quelques albums qui sont passés. Dont des vinyles aussi. Dont des vinyles, oui. À l'époque où les vinyles, c'était normal de faire des vinyles. Ben oui, mais là, ça redevient à la mode, remarque. Oui. Donc, Myriador, on va le voir pour ceux qui ne connaissent pas le style musical. Donc, on est dans le progressif. C'est toujours difficile de répondre à cette question-là. Ça touche à beaucoup de choses. Oui, puis des fois, on va parler de musique progressive, mais la musique progressive, ça va être assez large aussi. Mais nous, on est dans la... Il faut dire que notre musique est une musique instrumentale, d'abord. Il n'y a pas de chanteur. Il y a déjà eu quelques paroles au début, là. Mais donc, une musique instrumentale... Ici, au Québec, on a dit souvent musique actuelle. Oui, OK. Donc, une musique qui est très originale et qui a beaucoup de, comment dire, de liberté dans sa création, dans sa composition. On n'est pas dans le refrain, couplet. Ah non, pas du tout. Donc, il va y avoir un spectacle le 12 octobre prochain, entre autres. C'est à Saint-Germain. À Saint-Germain de Kamouraska. Oui, ben oui, tout pour une belle soirée conviviale en plus. Là. Tout à fait. Les gens peuvent venir. Il n'y a pas de prix d'entrée. C'est contribution volontaire. On apporte sa boisson. Ah. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut pour faire la fête. Puis écouter de la bonne musique pendant une bonne heure, je pense. Une heure. On va faire un show d'à peu près 1 heure. Mais c'est vraiment, comment dire, tu dis faire la fête, mais c'est de la musique quand même assez sérieuse. Oui. Ça se déguste, en fait. Oui. C'est quand même un groupe, Myriador, qui est connu par, justement, beaucoup de musiciens, entre autres. Là. Donc, probablement, oui. Bien, c'est connu par beaucoup de monde, un peu partout à travers le monde, parce qu'on a aussi eu l'occasion de jouer en Europe ou c'est ça, surtout en Europe, aux États-Unis aussi, des fois. Puis il y a un réseau, hein, il y a un réseau de musique progressive, de musique... Nous, on fait partie d'un courant qui s'appelle le Rock in Opposition, OK. qui est à Rio. Ça est un mouvement qui a commencé en Europe dans les années 70, où les groupes de plusieurs pays qui faisaient de la musique comme ça, d'avant-garde, se sont regroupés, ont décidé de faire une espèce de collectif de groupes de musique, puis de se produire de manière indépendante, de créer des tournées. Alors, ça s'est appelé le Rock in Opposition. Mm-hmm. Puis nous, à notre insu, on s'est fait dire « Ah, vous faites aussi du Rock in Opposition. » C'était pas recherché. C'était pas voulu, mais comme au début, d'ailleurs, on nous disait connaissez-vous tel groupe, Univers Zéro, un groupe de Belgique? Ça ressemble à votre musique. On ne connaissait pas du tout. Mm-hmm. On s'est intéressé à ces musiques-là, puis on s'est rendu compte, oui, c'est vrai, il y a une parenté. Vous avez trouvé des choses qui correspondaient beaucoup à ce que vous faisiez aussi? Bien, ça l'a permis de créer aussi des contacts avec des gens qui nous ont aidés ensuite à réaliser des albums comme on a commencé très tôt. Là. Oui. On avait enregistré sur une cassette. Ah oui? 4 pistes. Oui. Je vois la machine en tête, en plus. dans le salon de mes parents. Puis là, on avait montré cette cassette-là à un musicien anglais qui s'appelle Chris Cutler, qui est un batteur anglais formidable. Et lui, il nous a dit faites un album avec ça, c'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de retourner en studio. Il dit c'est prêt. C'est prêt, ça sonne bien, c'est bon. Fait que beaucoup de, comment dire, de contacts au Québec aussi.
avec des musiciens comme André Duchesne, par exemple, de Conventum, qui, au départ, nous a tout expliqué comment faire les albums, aller en studio, le mastering, Oui, c'est ça. la pochette, tu sais, quand tu Peu de connais... gens y pensent, mais tout le travail qu'il y a derrière l'album, il y a pas... C'est quand même complexe. Oui, c'est pas qu'un peu de Ouais. choses à de dossiers à mettre, finalement. Non, c'est pas juste prendre son téléphone puis faire record. Là. Exact. Mais là, d'ailleurs, avec les années, là, j'imagine que tu as dû voir le changement en studio qui se produit aussi. Beaucoup. Ouais. La force de ce que les gens demandent, peut-être aussi, c'est plus les mêmes critères qu'à l'époque. Les technologies ont changé beaucoup avec Oui. le temps. Tous les supports se sont Oui. transformés de la cassette À plus de date, support. aux dates, à plus de support. Mais là, les gens reviennent vers les magnétophones à bobine pour Ouais. avoir la chaleur Oui, c'est du vrai. ruban magnétique. Là, aujourd'hui, mettons que tout est possible. Oui. Ouais, Fait qu'il suffit de choisir qu'est-ce qu'on veut faire, puis quels sont nos budgets. Puis... Mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le dernier album, on le fait principalement chacun chez soi, même à distance. Mhm. Puis on s'envoyait les pistes, puis on a tout ça été par la suite mixé par Bernard Falaise. OK. Puis ça, c'est quelque chose de quand même formidable parce que ça fait que quand tu es à la maison, tu as beaucoup plus le temps d'approfondir. Oui, t'as pas le compteur qui tourne dans Exact. le studio. Ouais. À 100 de l'heure. Oui, c'est là. ça. Ouais. Puis quand ta journée est finie, vite, On ramasse. on ramasse. Fait que là, quand tu es chez toi, comme moi, j'étais chez moi, j'essayais des cymbales différentes. Je pouvais travailler une petite section, puis j'ai vraiment apprécié parce que ça m'a permis d'avoir un travail de création vraiment abouti. Là. Sur le dernier album, j'étais vraiment content. Est-ce que c'est pour toi le meilleur de tes albums, celui qui vient de sortir, ou ça serait difficile à quantifier? Moi, je dirais oui. Oui, OK. Parce que... T'es rendu là. Oui, puis on était tous très satisfaits Oui. du travail. Tu sais. Des fois, il y a des... Oh, tu sais, on aurait pu faire ça différemment, tout ça. Mais là, on était tous très, très satisfaits. La pochette aussi, le travail de la pochette de Marc Tessier, magnifique aussi. Si les gens veulent entendre ça, d'ailleurs, Oh, on peut trouver ça comment? Ça, c'est un bon point à sauver. Parce que nous, on a eu la chance depuis nos débuts d'être approchés par une compagnie de disques américaine OK. qui s'appelle Cuneiform Records. OK. Et notre premier album était un album autoproduit, mais avec cet album-là, on était approché par cette compagnie-là. Puis depuis ce temps-là, on est Avec eux. OK. Et comme on sait aujourd'hui, le streaming, Oui. c'est vraiment pas avantageux pour les artistes ni les compagnies, à moins d'être des gros noms. Oui. Alors, notre compagnie, par exemple, et c'est pas la seule, là, on en connaît d'autres, ils adhèrent pas, eux autres, à la méthode de diffusion OK. streaming, Apple Music, Spotify. Donc, il faut acheter le... Donc, c'est mieux d'acheter l'album et la meilleure plateforme, c'est Bandcamp, Oui. Oui. où tu peux acheter l'album numérique ou physique. Puis les sous vont en majeure partie aux artistes. Oui. Donc, myriador.bandcamp.com. Bien, aujourd'hui, c'est ça, Myriador. Google peut vous aider, en fait. Donc, les gens te connaissent peut-être moins dans le coin, mais on te voit souvent parce que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est monsieur qui est derrière le son, entre autres, du Cirque de la Pointe-Sèche. Oui. Tu as fait d'autres projets musicaux ici autour, avec Alloptone, entre autres. Ici, d'ailleurs, à Saint-Alexandre, oui. au camp musical. Là, oui. On a profité du magnifique studio de Desjardins, camp musical. Oui. Donc,
Est-ce qu'il y a un autre projet local qui s'en vient? Bien, il y a un autre projet dont je peux parler, c'est Saint-Swing de Kamouraska. Ah oui, oui, qu'on commence à voir de plus en plus, Ben, d'ailleurs. qui a, comment dire, une bonne réussite là, au niveau de la communauté ici. Là, ça bouge, là, c'est le fun. Les soirées de danse. Là, les soirées ont de l'air pleines. Ah oui, c'est le fun, c'est très le fun. C'est complètement autre chose. Pour moi, là, c'est de la musique jazz, mais... Et est-ce que tu es en général le créateur numéro 1 sur ce que vous faites ou est-ce que tu es habitué de rajouter une couche avec tes collègues? Tu parles de quel projet? Sur l'ensemble des projets, en fait. Ça va dépendre. Ça dépend vraiment de... Ça va dépendre. Je peux aussi bien être, comment on dit, là, le gars derrière à la batterie, puis... ça s'arrête là. Ça s'arrête là, mais... Non, en général, je suis assez, comment dire, motivé, puis je m'implique quand même dans l'artistique, puis l'organisation aussi. Bien, là, il faut dire aussi comme technicien, puisque je suis technicien de son aussi, fait que... Donc, bref, tout ce qui sonne n'est pas loin de tes oreilles. Bien, comme dans Saint-Swing de Kamouraska, ça donne qu'on est comme 3 techniciens de son dans le groupe. Fait que c'est pour ça que ça sonne bien. Fait que, quand c'est le temps de faire les tests de son, ça va bien. Bien, écoute, Rémi, on pourra en parler très longtemps. On rappelle aux gens, 12 octobre prochain. Oui, 20h30. 20h30 à Saint-Germain, c'est contribution volontaire. Donc, pour venir vous redécouvrir ou vous découvrir. Merci. C'est tout pour Extra cette semaine. Et si vous voulez aller voir le spectacle le 12 octobre prochain, dites-vous que vous allez en plus avoir un souvenir car TVCK sera là pour la captation.